Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Choc le Mag. Je suis extrêmement désolé si vous étiez là hier en direct à 18h30 puisque malheureusement, à cause d'un problème technique lié au son, nous n'avons pas pu être diffusés. Mais merci à mes invités déjà qui sont autour de la table d'être restés jusqu'à aujourd'hui, mercredi, puisque nous avons évidemment enregistré cette émission. On va en parler tous ensemble de la RSE comme une solution au recrutement en carrosserie avec mes invités ce soir. Vous verrez, il y en aura de nombreux, mais déjà ceux qui sont en plateau. Bonsoir Patrick Léris. Bonsoir, merci. Vous êtes président de la FRCI, merci d'avoir accepté l'invitation. À vos côtés, Lucille Courtois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse en sciences humaines et sociales. On va en parler avec vous de la RSE. Vous allez nous expliquer ce que c'est dans les détails. À vos côtés, Valérie Pouille, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée générale adjointe des World Skills France. C'est la compétition des métiers internationale qui sera en France en 2024. On va en parler avec vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. À vos côtés, Amaury de Pascal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de DAT en France. C'est du chiffrage. On rentrera dans les détails dans un instant. Et à vos côtés, Christine Schall, bonsoir. Bonsoir Maxime. Vous êtes responsable RSE chez Mobiliance, donc le syndicat automobile de la mobilité, même plus largement maintenant. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation. Un mot peut-être, Patrick Léris, de la FRCI. Qu'est-ce que c'est ? Mais d'abord, c'est la FRCI qui a pris l'initiative d'organiser cette soirée. Merci. La FRCI, c'est la Fédération des réseaux de carrosserie indépendantes qui regroupe 6 réseaux, donc je vais les citer, ACOT, AD, AG, Axial, Autono et Fivestar. On représente 2400 entreprises sur un répertoire de 80%, notamment sur la proximité de la mobilité dans tous les territoires français. Et aujourd'hui, si on a décidé d'organiser cette manifestation avec nos partenaires que je tiens à remercier, c'est qu'on souhaite accompagner l'ensemble des entreprises qui en moyenne comportent 7-8 personnes dans cette démarche de la RSE. Pourquoi ? Parce qu'il faut donner sens à l'entreprise, on passe du temps dans l'entreprise. Chacun a une réflexion sur ce qui se passe à travers la planète aujourd'hui et je pense que le temps qu'on doit passer dans l'entreprise, l'acteur de l'entreprise, le chef d'entreprise, doit être le collaborateur qui écoute, qui comprend et qui met en place une dynamique autour de la RSE. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. On va essayer de comprendre ce que c'est que la RSE. Alors malheureusement, je le disais, l'émission n'est pas en direct, donc vous n'allez pas pouvoir réagir avec nous et poser des questions. Je vais essayer donc de poser les questions que peut-être vous êtes en train de vous poser. Et on va commencer avec la première, avec vous, Lucille Courtois. Peut-être déjà vous présenter et essayer de comprendre et de désacraliser un peu le mot qui peut faire peur à nos carrossiers, le mot de la RSE. Mais déjà, présentez-vous. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai un parcours universitaire en tant que chercheur donc, en sciences humaines et sociales et plus spécifiquement en sciences de l'éducation, où j'ai pu travailler pendant mon doctorat sur l'action de l'implication professionnelle. Et on le verra, cette question, elle est fondamentale sur l'idée de l'attractivité et de la pérennisation des emplois. Et puis, j'ai une deuxième casquette, peut-être davantage ancrée sur le terrain, en tant notamment que DRH de l'entreprise Weiman Technologies. Donc Weiman Technologies, c'est un fabricant de cabines de peinture et c'est un concepteur d'ateliers de réparation que l'on veut propre, sécuritaire, ordonné, digitalisé et respectueux de l'environnement. C'est-à-dire qu'on est engagé finalement sur plusieurs niveaux dans la transformation des métiers de la prévente. Pourquoi je vous dis ça et que je vous raconte ça ce soir ? Parce qu'en fait, quand on regarde mon parcours, quand on regarde mon cursus, à aucun moment j'étais prédestinée à travailler ni dans le secteur de la prévente, ni même dans celui de l'industrie. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux affirmer que je fais partie de ces jeunes. Je suis encore jeune, je dis, de ces jeunes qui prennent du plaisir dans leur travail et qui s'éclatent dans leur job. Alors, il y a plein de raisons à cela, mais 2 me paraissent essentielles. La première, c'est que Weiman propose un projet d'entreprise qui est porteur de sens, et ça, on le verra, je pense, tous ensemble. C'est essentiel sur la question de l'attractivité de la marque employeur, etc. Et également, c'est une entreprise qui se développe autour d'une stratégie RSE forte et engagée. Et pour répondre à la thématique qui nous rassemble finalement ce soir ici, eh bien, la RSE, c'est effectivement un puissant levier d'attractivité et c'est également un puissant levier de pérennisation des emplois. Parce que je crois qu'il ne faut pas se contenter uniquement de travailler l'attractivité. Oui, il faut attirer les jeunes talents dans les entreprises, mais encore faut-il ensuite savoir les garder. Donc la question de la fidélisation, elle me semble autant essentielle que celle de l'attractivité. Allez, commençons avec la question qui peut fâcher un peu, parce qu'il y a des gens qui, rien que l'acronyme RSE, ça leur parle pas. Qu'est-ce que ça veut dire RSE et qu'est-ce que c'est en concret la RSE et quelle est la philosophie derrière ? Alors, la RSE, moi, j'aime à dire que c'est d'abord et avant tout un concentré de bon sens. Effectivement, tu l'as dit, ça peut paraître un peu pompeux, un peu politique, un peu trop conceptuel. J'ai entendu Bobo parisien en parlant avec parfois avec carrossiers. J'aurais pas osé. Ça peut faire peur. J'aurais pas osé le dire sur un plateau de...
Donc non, c'est d'abord un concentré de bon sens, c'est beaucoup de pragmatisme finalement la RSE. Et moi, je la définirais comme la contribution, parce qu'on parle bien de responsabilité, donc c'est la contribution des entreprises aux enjeux de développement durable. L'idée étant finalement de ne plus seulement envisager la performance de l'entreprise uniquement sous l'angle de la performance économique, de la rentabilité, mais dans une performance qu'on pourrait qualifier de multidimensionnelle. C'est-à-dire que l'entreprise, elle doit aujourd'hui prendre en compte dans ses décisions l'impact de son activité sur 3 piliers interdépendants. Économique, bien sûr, l'entreprise, elle doit être rentable, c'est un fait. Social et humain et environnemental. Et pas seulement environnemental, justement, parce qu'on va le voir, parfois ça fait un peu peur et on résume souvent. Certaines personnes pensent que le E dans RSE, c'est l'environnement, mais pas du tout. C'est la responsabilité sociétale des entreprises envers l'environnement, la planète évidemment, mais aussi envers l'humain et les salariés dans la question d'entreprise. Exactement. Trop souvent, la conception la plus répandue de la RSE, elle se réduit à cette seule dimension environnementale. Or, la RSE, elle occupe un spectre bien plus large et la dimension sociale, la dimension humaine, elle joue un rôle fondamental quand il s'agit de s'interroger justement sur la question de l'attractivité. Donc, le pilier humain et social, c'est tout ce qui a trait finalement à la qualité de vie, aux conditions de travail, ce qu'on appelle la QVCT. C'est tout ce qui a trait au bien-être des équipes, au développement des compétences et à la formation, qui est un domaine un peu trop souvent mis de côté. C'est tout ce qui a trait à l'hygiène, à la santé, à la sécurité. Donc vous voyez, ça occupe un champ extrêmement large et c'est autant de thématiques, autant de sujets qui vont influer directement sur la marque employeur. Et ça, c'est essentiel quand on est dans un secteur pénurique, parce qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et donc, travailler sa marque employeur, ça me paraît absolument essentiel, surtout quand on est aujourd'hui sur un marché du travail qui est particulièrement tendu, où on voit qu'il y a des rapports de force qui tendent à s'inverser entre les employeurs et les candidats. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où l'employeur, il avait le choix. Il était presque dans une posture de toute puissance et il se permettait, encore aujourd'hui, par exemple, de ne pas répondre aux candidats qui n'étaient pas retenus aux entretiens. D'accord ? Aujourd'hui, la tendance, elle s'inverse et on a des candidats qui s'imposent et qui s'imposent avec davantage d'exigences dont justement la RSE fait partie. Parce que d'un point de vue strictement sociologique, le rapport au travail, il change. Il change profondément, c'est-à-dire que la génération qui m'a précédée, elle cherchait d'abord à réussir sa vie à travers le travail, à travers l'entreprise. Aujourd'hui, on se retrouve face à des nouvelles générations, mais pas seulement, c'est ça qui est très moi qui m'interpelle et qui m'intéresse, qui cherchent à réussir dans la vie, mais qui cherchent à réussir dans toutes les sphères, finalement, de leur vie. Ça a été aussi appuyé avec la période de la pandémie. On a vu que des gens avaient arrêté de travailler pendant cette période et au retour ne sont pas du tout retournés dans le secteur où ils étaient avant. Il y a de ça, c'est-à-dire que dans cette idée de RSE et dans ce nouveau rapport au travail, quelque part, on voit qu'il y a une quête de sens qui est particulièrement forte. Il y a un besoin d'implication, il y a un besoin de cohérence entre la vie personnelle, la vie professionnelle et il y a un besoin d'éthique de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des jeunes candidats qui vont plus travailler n'importe où, dans n'importe quelle entreprise. Elle va chercher à voir ce qu'elle fait, comment elle le fait, et quelque part, l'entreprise doit lui rendre des comptes d'une certaine manière. Et justement, on parle des jeunes, on va continuer de parler de la RSE, évidemment, c'est la thématique de la soirée. On va parler évidemment d'emploi et aussi de répondre à une des attentes du gouvernement. On a entendu Emmanuel Macron, il y a un an maintenant, annoncer que pour ce quinquennat-là, il visait le plein emploi à la fin de son quinquennat. La carrosserie, il y a des postes à pourvoir. Donc c'est quand même assez curieux, quand on a du chômage en face, de se dire mais pourquoi on n'arrive pas à trouver suffisamment de personnel. Je rebondis sur le fait que vous parliez des jeunes il y a un instant, puisque Valérie Pouy, elle travaille au WorldSkills, on va déjà expliquer ce que c'est. Mais pour le coup, les valeurs, j'imagine que vous partagez tout à fait ça. Les jeunes aujourd'hui sont en recherche de valeurs dans leur métier. Complètement. Alors, juste pour resituer, WorldSkills, c'est une association qui organise des compétitions de métiers, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, les compétitions qui s'organisent à plusieurs niveaux. Déjà, des sélections qui se font au niveau régional, ensuite au niveau national, où on a les champions des régions qui viennent pour chacun de ces métiers être le meilleur, pour qu'on les prépare ensuite pour les compétitions mondiales ou européennes. Et on aura d'ailleurs tout à l'heure, dans la troisième partie de l'émission. Voilà, vous aurez la chance d'entendre notre médaillé d'or de la compétition européenne qui a eu lieu en septembre, dernièrement.
Alors effectivement, pour nous, le sens, c'est le métier au cœur de l'envie et de la fierté de chaque jeune. On ne fait pas des compétitions pour se faire plaisir et de faire des compétitions. Déjà, l'association et le mouvement est né après-guerre parce qu'il fallait faire venir des jeunes dans les métiers du bâtiment. Il fallait reconstruire, il n'y avait plus de jeunes dans ces métiers. Et donc est née au Portugal l'idée d'organiser cette compétition qui a été reprise ensuite par pas mal de pays européens, dont la France. Et l'idée, c'est effectivement montrer aux jeunes en quête d'orientation l'angle du métier par le biais de compétiteurs qui sont passionnés par leur métier et qui sont là à faire briller, donner envie parce qu'ils atteignent les plus hauts cieux avec des médailles. Quand vous aurez tout à l'heure la présentation par notre compétiteur Bastien Verret, pardon. Et vraiment, l'idée, c'est comment nous, on peut, au-delà le métier, c'est une passion, comment on peut la transmettre aux autres jeunes qui ont envie de se former vers ces métiers pour donner du sens à ce métier et donner envie. On a une vraie responsabilité sociétale par rapport à tout ça. Et pour donner l'image, juste pour simplifier, en gros, c'est les Jeux Olympiques des métiers. Ouais, c'est ça. Avec vraiment ce sera en France en plus en 2024, c'est tous les 4 ans. La dernière fois, c'était en Russie et on voit les images sur les réseaux sociaux, on peut les voir. Alors, on a des délégations entières avec les drapeaux de chaque pays, etc. Oui, alors la Russie, c'était l'édition encore d'avant. On a eu entre deux l'épisode Covid qui a fait qu'on a fait une édition spéciale qui aurait dû être à Shanghai et qu'on a fait en édition spéciale en France et dans d'autres pays du monde pour organiser ces compétitions mondiales. C'était un petit peu spécial. Mais vraiment, pour nous, le métier, c'est central. Et c'est, comme vous le disiez, donner du sens à un jeune. Et c'est vrai que les jeunes qui viennent dans nos compétitions, souvent, ce sont des jeunes qui sont arrivés dans une voie professionnelle, pas forcément par choix. Ils sont allés dans ces voies professionnelles parce qu'on leur a dit « t'es pas bon à l'école, tu vas aller vers la voie professionnelle ». Alors que ce sont des voies magnifiques où on peut faire des excellentes carrières. Et c'est par ces jeunes-là qui font qu'on donne envie à tous les jeunes aujourd'hui de pouvoir s'intéresser à ces métiers et se dire « pourquoi pas moi ? Pourquoi je pourrais pas aller me former vers ces voies professionnelles ?» Valoriser aussi pour donner de la fierté et aux jeunes et aux parents souvent qui ont tendance à envoyer leurs enfants dans des carrières qu'ils n'ont pas choisies non plus et les forcer à faire d'autres choix. Et aux profs aussi. Voilà, le message est entendu. On va bien sûr en reparler tout à l'heure et rentrer dans les détails. Je me tourne vers Amaury de Pascal. Vous êtes chez DAT France. Alors, je l'ai dit vulgairement, c'est du chiffrage. Mais expliquez-nous exactement ce que fait DAT. Alors, merci Maxime. Effectivement, du chiffrage, mais pas que. En fait, on est un fournisseur de données dans l'écosystème automobile. Ça veut dire qu'on travaille avec tous les acteurs de l'écosystème après-vente, même l'écosystème au sens large. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des loueurs, avec des assureurs, avec des experts, des réparateurs. Et aujourd'hui, notre sujet est plus sur les réparateurs, avec de la pièce, bref, tout l'écosystème. Et donc, on est un fournisseur de données. Notre vraie spécificité, et je pense que c'est important, ici, on est sur les valeurs. Et en fait, on a la chance chez DAT d'avoir une entreprise avec des valeurs et une éthique qui est profonde. J'en veux pour exemple le fait déjà qu'on appartienne à 3 associations. L'association des constructeurs allemands, donc Audi, Volkswagen, bref, tout le monde les connaît. L'association des constructeurs étrangers, ça va être les Français, ça va être les Italiens, les Asiatiques. Et l'association des réseaux. Et depuis 90 ans, ils ont créé DAT, nous fournisseurs, pour collecter la donnée. Donc on achète de la donnée, on la normalise et on la redistribue. Mais nos clients sont à la fois nos actionnaires. Donc, notre positionnement, c'est être avec nos clients, pour nos clients et dans une philosophie de juste prix. Donc, les valeurs que j'ai entendues, c'est typiquement des valeurs qu'on entend et des valeurs qui sont dans nos gènes. Voilà. Et on va en parler de ces valeurs de la RSE qui sont très importantes, les piliers. Christine Schall, vous êtes, je le disais, responsable RSE chez Mobiliance. Un mot peut-être parce que certains le connaissent sous un autre nom, Mobiliance. Ça fait Absolument. Il y a 2 ans, le CNPA est devenu Mobiliance, donc l'Alliance des entreprises de la mobilité. Et à cette occasion, d'ailleurs, nous avons inscrit le développement durable dans notre raison d'être. Donc, nous avons défini une raison d'être. C'est quoi le sens ? On s'est donné, nous aussi, un sens. C'est quoi le sens de l'existence de Mobiliance ? À quoi on sert ? Et nous avons aussi mis en place un comité des parties prenantes, une commission liée à ces sujets-là au sein de la gouvernance. Et puis, donc,
qu'une personne en charge de la RSE dans notre organisation, donc que j'ai la chance de porter. Donc je suis ravie de pouvoir porter ce sujet ce soir avec vous. C'est vraiment quelque chose qui m'anime profondément et auquel Mobiliance est attaché profondément également. Et c'est pour ça que nous accompagnons nos adhérents, nous essayons de les accompagner pour s'engager vers la RSE en allant vers des labellisations s'ils le souhaitent. Voilà, mais je pourrais vous détailler ça quand vous le voulez. Eh ben, on va rentrer dans le détail, dans le vif du sujet. Juste un mot, Patrick Léris, sur la question de l'emploi. Je le disais tout à l'heure, la carrosserie peine à recruter. Il y a du boulot dans la carrosserie. Alors, on espère que grâce à la RSE, on aura peut-être beaucoup plus d'adaptabilité et de fonctionnalité pour embaucher, mais en vérité, on a un métier tendu, difficile. C'est difficile pourquoi ? Parce que je pense qu'on l'a dit déjà autour de la table, les métiers manuels dans leur globalité sont compliqués à comprendre au niveau de l'orientation, même si cette année il y a un effort qui a été fait au niveau de l'éducation nationale, il faut quand même le dire, le répéter, les examens ont été modifiés, ça faisait 16 ans qu'ils n'avaient pas été modifiés. On a travaillé donc avec l'ensemble des corporatistes et l'écosystème et on a essayé d'adapter les examens aux nouveaux métiers. Donc c'est un sens au départ, parce que l'éducation nationale, au niveau de l'orientation, les conseillers d'orientation ont devant eux des examens qui sont beaucoup plus porteurs et qui ont la faculté de faire comprendre aux jeunes ce que la mobilité va leur apporter dans l'automobile. Et ça, je crois que c'est un point important. On part de là. Après, l'emploi, c'est un travail au quotidien. Et il faut qu'on donne à nos chefs d'entreprise des moyens pratiques, pragmatiques. C'est pour ça qu'on doit s'appuyer sur les acteurs qui sont autour de la table pour pouvoir recevoir des jeunes, les comprendre et mettre en place des outils pour qu'ils soient bien perçus, que c'est comme quand on va chez un ami, on est content d'être bien reçu. Là, c'est exactement pareil. Il faut que l'entreprise ait les moyens techniques, humains, de formation, d'accompagnement, de parrainage, pour que le jeune soit d'abord le bon ambassadeur de la jeunesse, qu'il reste dans l'entreprise, qu'il en fasse son métier et qu'on puisse lui donner sens, c'est-à-dire un plan de carrière. Je pense que la RSE va être un outil complémentaire qui va nous permettre, je le crois très fortement, il ne faut pas que ça soit quelque chose une usine à gaz, soit très très pragmatique, mettre des outils au fur et à mesure atteignables, je dirais, pour chacun d'entre nous. Et je pense que ça donnera sens. Alors ça va mettre un peu de temps, mais ça va donner sens pour pouvoir accentuer la valorisation de nos métiers et faire venir des jeunes, je le crois très sincèrement. Lucile, on parle là de sens, on parle de valeur, on parle aussi parfois de respect. Les jeunes, ils veulent être respectés dans leur emploi, dans leur métier. La RSE, c'est aussi une façon de montrer à ses salariés qu'on pense à eux et on cherche à faire du profit avec son entreprise, ce qui est normal, mais sans oublier son salarié. Oui, effectivement, on a besoin de se recentrer, nos préoccupations sur l'humain, parce que c'est une attente, en fait. Là, les entreprises, elles n'ont plus finalement d'autre choix. Ça devient une urgence, quelque part, que de prendre en compte ces dimensions-là et de les mettre en pratique auprès des jeunes, mais pas que. Pas que les jeunes. Concrètement, Amaury, vous, dans une entreprise comme DAT, la RSE fait déjà partie, et notamment sur la partie sociétale, parce que je l'ai dit encore une fois tout à l'heure, on pense souvent environnement, mais sociétalement parlant, ça passe par des choses assez simples, l'égalité salariale homme-femme. Exactement. En fait, on a été créé depuis 90 ans et justement le fait d'avoir ces 3 associations nous permet d'être neutres et d'avoir des valeurs qui sont profondes, ce qui fait qu'on va faire très attention au respect des collaborateurs, mais ça à tous les niveaux hiérarchiques dans l'entreprise, et ça c'est vraiment important. Ça veut dire que ça va être aussi bien la gouvernance, on va avoir 3 managing directors qui vont gérer le groupe, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule décision, et après de cette gouvernance avec un conseil de surveillance, on va avoir un respect des collaborateurs au quotidien, ça veut dire égalité hommes-femmes en termes de conditions, on fait attention au nombre de femmes et tout ce qui s'ensuit, mais en même temps respect des collaborateurs, quand je l'entends, au sein du groupe, on n'envoie pas de mail au-delà de 19h, on n'envoie pas de mail le week-end, les vacances c'est les vacances, et donc là-dedans c'est clairement nos valeurs, et pourtant on pourrait dire que on est un groupe international, on est présent dans 23 pays et on a plus de 30 000 clients, on pourrait se dire ok, on met des process et en gros on met une hiérarchie et voilà, l'éthique entre guillemets est réduite parce qu'il y a des process, mais au-delà des process, c'est surtout les hommes avant tout. Et là, typiquement, si je prends l'exemple de la France, on arrive en France, depuis 1 an et demi, on est revenu en France, on vient en France, et en venant en France, on sait qu'on va pouvoir apporter à la fois de la donnée, mais on va aussi pouvoir être au service de nos clients avec justement un côté éthique,
un côté respect en termes de conditions salariales pour nos employés, mais aussi en termes de conditions pour nos clients. Et le respect du client, je pense que c'est un élément qui est primordial. Et chez nous, c'est dans nos gènes. Donc il n'y a pas que les collaborateurs, c'est au sens large en fait. Et chez nous, j'ai été surpris honnêtement. Moi, je suis arrivé depuis 1 an et demi et ça m'a sauté aux yeux, très honnêtement. Quand je suis arrivé, j'ai dit, mais il y a autant de choses et finalement, c'est plein de petites choses. Sauf que j'ai entendu ce que Lucille et d'autres ont dit. J'avais pas mis le mot qui s'appelait RSE. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Mais il y en a plein. Lucille, c'est ça aussi, c'est de se rendre compte que parfois on le fait déjà sans s'en rendre compte. Nous, c'est ce qu'on se dit, hein, on visite beaucoup de carrosseries dans les reportages pour Choc notamment, et on se rend compte que c'est déjà en place, c'est déjà en marche, et parfois le mot fait peur et on ne se rend pas compte qu'on est déjà dedans, quoi. Finalement, oui, peu importe la dénomination qu'on va y mettre, ce qui va compter, je le disais en introduction, c'est le pragmatisme, c'est l'action. Qu'est-ce qu'on met en œuvre derrière ? Et je crois qu'il y a quelque chose, pour rebondir sur ce que tu disais, de l'ordre de l'authenticité. Quand on met en place une démarche RSE, effectivement, ça doit émaner de la direction. Je pense que ça doit être porté par la direction, mais ça doit être fait avec beaucoup d'authenticité et beaucoup de sincérité. Alors, ça peut paraître un peu simpliste ce que je raconte là, mais pas tant que ça finalement, parce que si on reprend un petit peu l'histoire, on se rend compte que la RSE, bon, elle est d'abord apparue aux États-Unis, ensuite elle est apparue en France, en Europe dans les années 90, jusqu'à aujourd'hui s'être institutionnalisée. C'est-à-dire que c'est devenu ce que nous on appelle en psychologie sociale une question socialement désirable. C'est pas un gros mot, c'est quoi une question socialement désirable ? Ça veut dire que c'est une thématique qui est socialement valorisée, qui répond à des normes d'une certaine manière. Et on va plus loin aujourd'hui parce que non seulement c'est socialement valorisé, mais c'est aujourd'hui économiquement valorisé. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des entreprises qui vont se voir attribuer, je sais pas moi, des prêts à taux préférentiels parce qu'elles ont obtenu un label, parce qu'elles ont obtenu une évaluation jugée satisfaisante. Et ça, c'est dangereux à mon sens. À la fois, c'est très positif, on ne va pas se mentir, parce qu'il y a une forme de prise de conscience collective qui ne peut être que soulignée positivement au regard des enjeux de la RSE, mais en même temps négatif parce qu'il y a des dérives. Il y a des dérives qui peuvent avoir, à mon sens, des effets dévastateurs, que ce soit en interne. C'est le greenwashing. C'est ça, en interne comme en externe. C'est-à-dire qu'en externe, on va trouver des entreprises, par exemple, qui, sous prétexte de mettre en place des modules de formation sur l'action de l'inclusion, sous prétexte de soutenir des associations caritatives, vont se permettre en parallèle d'adopter des pratiques douteuses, voire parfois même condamnables, et qui vont se cacher finalement derrière cette idée de RSE. Et ce manque de sincérité, il a des effets vraiment dévastateurs, je le disais, en interne comme en externe. En externe, tu l'as dit, très vite, elles vont être accusées de greenwashing, social washing, RSE washing ou ce qu'on veut. Et en interne, je trouve que les dégâts sont encore plus importants puisque finalement, on va se retrouver avec un décalage entre, d'un côté, les très beaux discours qui sont véhiculés vers l'externe et de l'autre, la réalité des pratiques qui sont effectivement mises en place dans l'entreprise. Et ce décalage est parfois tellement important, et bien que ça va entraîner un sentiment de frustration et une perte de confiance dans l'organisation, dans la direction, et même plus largement, je dirais, une perte de confiance dans le concept même de RSE, qui perd quelque part de sa valeur et de son essence. Donc je crois vraiment que la question de la sincérité dans la mise en place de la démarche, elle doit être centrale. Et peut-être pour rassurer les carrossiers, parce que c'est vrai que la RSE peut porter à des investissements, on le verra dans le concret tout au long de cette émission, ce n'est pas un effet de mode, ça va rester. C'est une nouvelle façon de fonctionner dans cette société, et ça restera, notamment parce que vous qui êtes au contact des jeunes, Valérie Pouille, vous sentez bien que c'est ancré et que c'est une réelle demande. Clairement, nous on a fait une enquête auprès de l'ensemble de nos compétiteurs. 100% répondent, l'impact environnemental est important. Et donc, comment on gère les déchets, comment on évite le gaspillage. Et nous, c'est vraiment un sujet qu'on a intégré dans les compétitions. Parce que déjà, on parle d'excellence, il faut aussi qu'on soit excellent sur ces côtés-là. Et donc, travailler sur, par exemple, des peintures, avec des peintures plus, on va dire, moins toxiques, plus écologiques. Donc, tous ces sujets-là sont abordés. On pousse nos experts, on travaille avec nos experts qui sont auprès de ces jeunes pour intégrer dans les sujets de compétition, notamment dans les notations. Donc, on
verbalise, j'ai envie de dire, le compétiteur qui va gâcher de la matière, hein, qui va mal gérer sa matière première. Et puis, on fait en sorte de rendre plus verdissantes nos compétitions. Alors, nous, plus largement, hein, puisque on a forcément... alors, on a tous les métiers, hein, on a près de 70 métiers, on a les métiers de bouche, et donc, tout ça, on essaye de proposer à des associations pour pouvoir récupérer de la matière. On a fait des expérimentations là, avec des animations ludiques sur le sujet de l'environnement, et on a poussé nos partenaires à mettre en avant le métier sous l'angle environnemental, parce qu'on sait que pour les jeunes aujourd'hui, c'est un vrai sujet, et que on en parlait tout à l'heure en introduction, venir dans une entreprise ou vers un métier, parce que ça a un sens social, mais ça a aussi un sens par rapport à cet environnement. Et donc on y travaille. Justement, par rapport à l'environnement, quand on travaille dans la mobilité chez Mobiliance, Christine Schall, elle est très attaquée, cette mobilité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. À part le TGV où on a tendance à dire voilà, c'est le plus vert, etc. Tout ce qui est déplacement individuel, c'est compliqué. Mais pourtant, c'est indispensable, c'est un droit. On a le droit à la mobilité, on en a besoin au quotidien. Et en fait, nos métiers des services de l'automobile sont profondément ancrés dans le développement durable. Parce qu'en fait, on disait tout à l'heure, vous disiez que ça devait être une démarche sincère. En fait, la réalité de nos métiers, c'est quoi ? C'est entretenir, réparer, faire durer. Hein, le métier de la carrosserie, c'est ni plus ni moins que de réparer un véhicule, le remettre en état, voilà, plutôt que de changer, on prend, on jette. Non, nous, on répare. On est là pour faire durer les véhicules. On est là aussi pour mettre en place des nouvelles solutions de mobilité, des mobilités plus partagées, des véhicules électriques. Enfin, voilà, il y a différentes solutions, et il faut vraiment que nos entreprises des services de l'automobile soient apporteurs de solutions pour les citoyens qui souhaitent contribuer à une décarbonation, à plus d'écologie, et nos entreprises doivent être au cœur de ces solutions. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais au niveau des services de l'automobile, il y a une campagne qui a été financée par notre OPCO, Mobilité, dont le slogan est « Nous avons un monde à faire tourner », on a un monde à faire tourner, et c'est vraiment pour donner du sens aux jeunes en disant voilà, vous êtes acteurs de la mobilité, vous êtes acteurs de ce système, de cet écosystème de la mobilité que nous devons faire tourner. Donc, votre métier a un sens. Et pour Mobiliance, vous le disiez tout à l'heure, c'est accompagner aussi ses adhérents. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent ? Quelles sont les inquiétudes peut-être qui reviennent quand on leur parle de RSE ? C'est principalement comment je fais, par quoi je commence. En général, il y a effectivement pas mal de choses qui sont faites. La labellisation est effectivement une finalité, mais on peut faire plein de choses en matière de RSE, et en fait on se rend compte que les entreprises souvent font des choses. Ce qu'il faut après, c'est qu'elles arrivent à les structurer, les formaliser. Donc ça, dans les TPE, c'est pas hyper facile à mettre en place, on est plutôt dans le concret, sur le terrain. Donc nous, on est là pour les accompagner, pour essayer de formaliser ça. Et puis donc on a un référentiel avec 38 engagements qui permettent d'attester. Tout à l'heure, Lucille, tu disais que c'était important que ce ne soit pas du greenwashing. Et bien justement, je pense que l'intérêt d'une labellisation, c'est qu'il y a un organisme tiers extérieur qui vient, qui atteste, qui engage son nom. Crédibilise. Et voilà, et il ne peut pas donner une labellisation, il faut avoir un niveau minimum. Et si le niveau minimum n'est pas là, la labellisation n'est pas assurée. Et l'autre chose très importante, c'est qu'on s'engage dans une démarche de progrès. C'est-à-dire chaque année, qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer ? On ne s'arrête pas en disant voilà, c'est bon, je suis labellisé, tout va bien, je m'arrête là. Non, je m'engage à progresser. Le temps file, pardon. Lucille, de toute façon, on reviendrait dans la troisième partie pour conclure avec moi. Juste d'un mot, peut-être, Amaury de Pascal, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir parce qu'en fait, tout ce qu'on a pu se dire, c'est au final, on a besoin des hommes et des femmes qui constituent une entreprise. C'est pas de l'argent, c'est pas des millions, c'est pas une organisation, c'est pas des process. Au final, les valeurs, je pense que tous les chefs d'entreprise et tous les collaborateurs quels qu'ils soient, doivent se retrouver. On a envie d'être bien à son travail, on a envie de se faire plaisir. On est dans un métier de passion au final, et c'est vrai, là on est dans des métiers qui sont parfois dans des directions différentes, mais au final on se croise, on est tous d'accord et on travaille déjà ensemble. Donc l'idée c'est de tous travailler, c'est vraiment être ensemble, toujours remettre le client au centre. Je pense que c'est un élément important, les collaborateurs au centre, et en fonction de ça, c'est plein de petites choses très simples. Mais ma réflexion, c'est avec les gens.
et donc avec des partenaires, des clients, des collaborateurs. Et à mon avis, sur des choses très simples, on peut faire des belles choses. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. On continue évidemment de débattre de ce sujet avec nos prochains invités. On va s'intéresser aux enjeux des réseaux de carrossiers, ceux auxquels vous appartenez peut-être si vous nous regardez. On en débat dans un instant avec ces invités, mais avant j'ai posé la question à Patrick Marche. C'est le dirigeant que Patrick Léris connaît très bien, le dirigeant de la SOCA. Bonsoir Patrick Marche. Bonsoir Maxime. Merci beaucoup de participer au débat en quelque sorte. Peut-être pour recontextualiser d'abord, qui êtes-vous ? Je suis le créateur dirigeant d'une structure qui s'appelle SOCA et qui est une société de conseil, de formation et d'accompagnement très spécialisée dans les métiers de la carrosserie. Et vous avez accompagné Patrick Léris, le président de la FRCI, pendant près de 7 ans déjà. Oui, et à ce titre, eh bien, la FRCI m'a accepté dans leur rang. Comme ça, c'est un renfort important pour la présidence et le fonctionnement sur les dossiers de la FRCI. Ce qui fait que vous êtes en relation avec les réseaux depuis 7 années maintenant. Oui. Si on reste sur le sujet de ce soir, la RSE, qu'est-ce que ça implique ? Quels sont les enjeux pour ces réseaux justement ? Alors, peut-être avant de parler tout de suite d'enjeux pour les réseaux, pour clarifier la situation, moi je suis un praticien, les équipes SOCA sont des praticiens. Donc, la RSE, c'est une branche du développement durable qui se préoccupe essentiellement des parties prenantes de l'entreprise. Ce côté sociétal, puisque la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, se préoccupe, on va dire, de 3 parties prenantes majeures. 1, les salariés, 2, les partenaires, et 3, la société. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir, nous, comme démarche, qu'on va parler RSE avec les réparateurs ? C'est s'assurer qu'ils ont mis en œuvre des actions réelles sur la partie prenante salariée, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont une politique salariale, de recrutement, de fidélisation ? Est-ce que les conditions d'hygiène, de sécurité et conditions de travail sont à bon niveau ? 2, pour les fournisseurs, est-ce qu'ils ont impliqué leurs fournisseurs, distributeurs, etc., dans cette démarche qu'ils veulent porter, qui est importante pour eux, parce qu'on en parlera peut-être un peu plus tard de la notion d'engagement de la direction. Et le 3e point, la société. La société, alors, il y a évidemment le pilier environnemental, mais d'une façon générale, l'implication de la société comme acteur économique dans l'aspect, dans l'environnement socio-économique. Et du coup, l'enjeu ? On est bien obligé de prendre en compte aujourd'hui une réalité. Donc je ne vais pas vous faire un long débat sur les aspects écologiques, environnementaux, climatiques, etc., économiques, inflationnistes, qui fait que de toute façon, il faut savoir aujourd'hui travailler dans l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire faire avec ce qu'on a. Et si possible, améliorer les choses et penser aux générations futures, un des piliers du développement durable. Et pour ce faire, les réparateurs sont des TPE, voire des PME. Ils ont besoin du soutien de ces réseaux qui sont souvent adossés à des partenaires industriels, fabricants peinture, distributeurs de pièces, etc. Et qui, eux, ont déjà peut-être... Exactement, qui ont, eux, déjà une politique RSE, souvent une stratégie d'ailleurs. Il faut simplement qu'ils la fassent légèrement muter, qu'ils la transforment pour qu'elle s'applique aux réparateurs. Mais ils ont les moyens, de les sensibiliser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment je peux mettre ça en place dans mon entreprise ? Parce que j'ai des problématiques de recrutement, j'ai des problématiques liées à mon énergie, etc. Une fois qu'ils sont sensibilisés, leur donner les moyens. Et à ce titre-là, je crois que les réseaux, et dans le cadre de la FRCI, sont les mieux placés. Pourquoi pas réfléchir même à des actions communes, FRCI, réseau FRCI. Et du point de vue des réparateurs, alors comment c'est perçu par les carrossiers ? Alors c'est un sujet sensible. Pourquoi ? Parce que tout le monde l'entend, cette RSE greenwashing, ces fake, ces listes d'actions, ces listes à l'après-vert. Et bien évidemment, il ne faut pas, à mon avis, confondre ce qui se fait pas bien et la philosophie qui est bonne. Encore le rôle des réseaux. Qu'est-ce que c'est une philosophie RSE ? Et dans la philosophie RSE, il y a un point essentiel, central, nécessaire, obligatoire, c'est l'engagement de la direction. C'est-à-dire que ça doit être un vrai projet d'entreprise, porté par le chef d'entreprise, dont il est exemplaire. Deuxième chose, c'est lui qui va travailler avec ses équipes, faire le déploiement auprès de ses équipes. Et troisième point, il faut que ça soit participatif, puisque ce travail-là, c'est l'ensemble des collaborateurs et du chef d'entreprise qui doivent à la fois décider de ce qu'il y a à mettre en œuvre et d'en mesurer la portée. Merci beaucoup Patrick Marche. Merci Maxime.
Et ils m'ont rejoint sur le plateau, ce sont les responsables RSE de nos réseaux. Donc on a évidemment autour de la table nos invités. Je le disais, donc Christophe Coin, vous êtes animateur chez Acot Selected. Catherine Duic, vous, c'est le réseau AD, bonsoir. Bonsoir Maxime. Et puis de l'autre côté, nous avons Christine Legrand, vous êtes responsable du développement chez 5 Star. Oui, tout à fait. Et puis, bonsoir Maxime. Bonsoir. Et Betty Bernaudot, vous êtes responsable qualité chez Axial. Alors, on a déjà essayé d'expliquer un peu ce que c'était que la RSE. Maintenant, on va essayer d'être un peu plus précis concernant vos réseaux, peut-être les attentes de vos carrossiers, leurs inquiétudes aussi. Quand on parle RSE à un carrossier, quel est le retour qu'on peut avoir, Christophe Coin ? Je pense qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas du RSE auprès des réparateurs. En tout cas, ce n'est pas partie de notre discours. Et justement, on sent un changement complet depuis l'année dernière, quoi. C'est vraiment, les médias en parlent de plus en plus. Et c'est des sujets aussi que l'on a pris à bras-le-corps depuis très récemment, quelque part. Donc ça ne fait pas partie aujourd'hui de la culture chez les réparateurs. Mais c'est des choses qui vont complètement changer, et ça, j'en suis convaincu. Betty, chez Axial ? Alors nous, Axial, c'est surtout, on est très 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 axé sur le social, sur l'être humain. Juste pour info et pour mémoire, notre réseau a été créé par des carrossiers, pour des carrossiers, et aujourd'hui géré encore par des carrossiers en activité sur l'ensemble du territoire. Donc c'est vrai que nous, Axial, c'est vraiment l'humain qui fait partie de nos gènes, en fait, tout simplement. Et on a mis en place des petites choses. On a mis, par exemple, des formations pour les collaborateurs de nos carrosseries. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, il est au courant de ce qui se passe. Mais pour nous, les collaborateurs, on les forme, on les accompagne, on leur explique que nous, tête de réseau, à Axial, on peut leur apporter dans leur quotidien. On est vraiment là pour les aider, pour les accompagner. Pas pour les assister, pour les accompagner, ce qui est différent. Catherine Duic, même question. La RSE chez AD, quels sont les retours ? Alors chez nous, donc on va parler à nos carrossiers RSE, mais tout en parlant également productivité et rentabilité de leur entreprise. Parce que donc réduire le bilan carbone, oui, ça c'est quelque chose où on va être attentif, parce que ça va pouvoir aussi permettre de réduire des consommations d'énergie. On va parler d'outils colorimétriques qui vont permettre de pouvoir avoir directement la bonne colorimétrie, des pistolets qui vont donner pulvériser la bonne quantité de peinture, des cabines bien entretenues qui seront moins énergivores, des produits qui seront moins énergivores également au niveau des temps de séchage, des ateliers plus ergonomiques, des flux plus organisés pour permettre une réparation plus rapide qui va permettre donc également d'immobiliser les véhicules moins longtemps. Tout ça, on va travailler donc sur ces parties-là, sur la formation des carrossiers pour qu'ils soient plus autonomes dans la réparation, les ADAS, etc. Cela va éviter le covoyage de certains véhicules. Donc, toutes ces petites actions, les unes mises au bout des autres, vont réduire le bilan carbone des réparations. Et c'est vers là que l'on veut tendre. Avec la productivité. Avec la productivité qui va faire vraiment donc la valorisation des entreprises et d'avoir des entreprises pérennes. Christine Legrand, chez 5 Star, même question. Alors chez 5 Star, déjà nous sommes adossés à un fabricant de peinture, le groupe Axalta. Et effectivement, le sujet de la RSE est un enjeu stratégique pour nos carrossiers puisque nous sommes là pour les accompagner et notamment dans le recrutement. Aujourd'hui, on est dans une génération YZ où les jeunes zappent les employeurs comme ils zappent la télévision et nous sommes là pour les aider à recruter de jeunes talents. Alors certes, la première motivation serait le salaire, mais pas que. Aujourd'hui, les jeunes talents recherchent également le bien-être dans l'entreprise, recherchent la formation, recherchent la bienveillance et recherchent également de travailler avec des outils et des produits qui sont environnementalement parlés non toxiques et bons pour la santé. C'est pourquoi Axalta a développé depuis plus de 20 ans des produits base à l'eau qui sont hydrodiluables et moins toxiques pour l'environnement et pour la personne et qui vont permettre à nos compagnons de travailler dans un environnement plus sain.
Et toujours dans la même évolution au sein du groupe, on pense aussi à ces jeunes qui aujourd'hui souhaitent travailler avec des outils high-tech. Et nous avons développé une machine qui s'appelle l'Iris Mix et qui permet de préparer des teintes de manière tout à fait autonome. Donc, qui évite le gaspillage. On parlait tout à l'heure d'éviter le gaspillage, qui permettent également d'économiser en termes de produits et d'énergie, et qui permet aussi la satisfaction et du compagnon et de l'employeur. Et justement, on parlait tout à l'heure avec Patrick Léris des questions de recrutement. Une question peut-être un peu plus large, mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que dans tous les réseaux, la problématique de recrutement, elle est principale ? Elle est complètement généralisée, je pense. Tout le monde est d'accord. De Lille à Marseille. Christophe Coin, peut-être d'abord. Non, chez Acote. Ouais, systématiquement, c'est vraiment le problème qu'on rencontre chez nos réparateurs et ça empêche même les entreprises quelquefois à se développer ou à revoir complètement leur développement parce qu'il y a des fois des choix aussi qui sont faits pour reconcentrer les volumétries au même endroit pour essayer d'optimiser un peu l'équipe et c'est un frein vraiment au développement. Parce que plus largement, on ne manque pas de travail en fait en carrosserie. Non, on manque de bras. Ouais. On manque de bras. Et on parlait, j'entendais parler de salaire tout à l'heure, à découvrir un petit peu le milieu depuis quelques années maintenant, les salaires sont pas mauvais en carrosserie. C'est pas comme on peut le voir dans d'autres branches où il y a des vraies problématiques de salaire. On sait que dans l'hôtellerie-restauration notamment, on a une vraie problématique à ce niveau-là. Catherine ? Oui, non, les carrossiers ont de bonnes places et cherchent à avoir effectivement de meilleures places et sont justement prisés par les autres carrossiers. Donc il y a une certaine concurrence qui s'installe entre carrosseries. Mais et la RSE va être aussi un allié pour la marque employeur du réseau. Et cette marque employeur, c'est ce qui va nous permettre effectivement d'aller attirer des nouveaux talents, fidéliser les compagnons dans les carrosseries, ça va être créateur de valeurs et les valeurs de l'entreprise et ça va aussi donc valoriser la réputation de l'entreprise. Parce que le risque aussi de ne pas fidéliser un carrossier, c'est qu'il aille ailleurs, évidemment pour une autre rémunération. Il y a un effet de bulle aussi qui se crée. En fait, c'est vraiment l'offre qui fait la demande. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une pénurie considérable de compagnons, de carrossiers dans cette filière en général sur la collision réparation. Et aujourd'hui, il va falloir que les employeurs mettent en place ou que nous, réseau, nous soyons là effectivement pour fédérer et valoriser ce secteur. Alors effectivement, quand on parle de fédérer, nous avons cette année profité de la Coupe du monde de rugby pour être fédérateur et pour aller à la rencontre de nos jeunes, les 16-18 ans, et les faire rentrer dans les carrosseries pour découvrir le métier de carrossier et éventuellement susciter des envies d'être carrossier ou peintre un jour. On va y revenir aussi parce que c'est vrai qu'il y a un manque aussi de communication, d'où aussi le choc et voilà, tout ce qui est en train de se passer en ce moment à l'impulsion des réseaux et de la FRCI pour parler de ce métier qu'on connaît parfois peu. Betty, sur la question aussi du recrutement en carrosserie. Alors c'est vrai que depuis quelques mois, on a mis en place ce qu'on appelle notre feuille de route RSE 2024. Donc c'est tout frais, suite à un séminaire avec nos carrossiers, parce que c'est eux qui ont mis en place l'action, qui ont décidé l'action qu'ils souhaitaient mettre en place. Et on est en train de former des groupes régionaux de carrossiers, avec des webinaires et des rencontres, des animations dans les centres de formation. En fait, on va aller frapper aux écoles, tout simplement. Leur dire, voilà, nous, dans notre région, on a 11 carrossiers en Occitanie, par exemple, qui sont intéressés, qui ont besoin de jeunes, parce que comme le soulignait ma collègue, en fait, on les forme, il faut les garder après. Il faut les garder. Donc on va les former. Alors bien sûr, il faut les intéresser par le salaire, mais les conditions de travail, tout ce qui touche à la RSE, forcément, la qualité de vie du travail. Et puis aussi bien jongler, bien gérer entre la vie professionnelle, la vie personnelle. Parce que maintenant, le jeune, c'est vrai qu'il a envie d'avoir un travail, mais il a aussi envie d'avoir une vie professionnelle à côté, avec des activités sportives, plein de choses. Donc il faut pouvoir gérer ça, la flexibilité des horaires dans les entreprises, tout ça, c'est important. Ça fait partie de la qualité de la vie, ça fait partie de la RSE.
Ça, on en fait tous depuis longtemps. Mais là, aujourd'hui, on le dit officiellement, c'est ça, quoi. Et ça, donc, vraiment, cette feuille de route, on s'y tient, on se la prépare. Et d'ailleurs, c'est en cours. Christophe Coin, ça vous parle ? Complètement. Au sein avec Sicens et les zonales, on a mis en place le programme Repenser depuis l'année dernière, donc qui vise déjà dans un premier temps à repenser le modèle peinture, vraiment qui est sur notre cœur de métier, à repenser la façon d'utiliser la colorimétrie, d'optimiser la colorimétrie, d'optimiser également les gammes les choix de produits de peinture, pour aller dans une démarche éco-responsable, etc., pour faire des économies d'énergie, pour faire des gains de productivité. Et donc ce programme-là est déjà bien en cours et toute la force de vente en France, AkzoNobel, est déjà bien au fait de ces sujets-là. Il nous est mis aussi à disposition par le groupe AkzoNobel un outil qui s'appelle CO2 Repère Calculateur, qui nous permet justement de valoriser l'incidence environnementale d'une gamme par rapport à une autre concrètement, ce que ça apporte d'un point de vue environnemental et économique, parce qu'en fin de compte, on va toujours lier l'économique à l'environnement. S'il y a un intérêt économique, le passage vers des produits plus propres sera beaucoup plus facile forcément. Et clairement, comment c'est perçu, encore une fois, par les carrossiers ? Quels sont les retours que vous avez dans le réseau ? Est-ce qu'on vise une stratégie de communication en accompagnant ceux qui sont peut-être plus ouverts à la question, en se disant avec un peu de chance, ils seront nos ambassadeurs et derrière, ça ira plus vite et plus facilement ? Catherine ? Alors, je voulais juste revenir moi, sur ce que nous faisons également pour faciliter l'emploi et attirer de nouveaux talents. Donc, on va créer des classes AD. Donc, il y a des classes AD qui sont mises en place et on va en recréer donc l'année prochaine. On a des actions également avec des écoles comme le Garac et on va avoir donc une responsable RH qui ira justement à la rencontre des écoles, des jeunes, de tous organismes de formation pour pouvoir aller mettre en avant ce métier de carrossier et pouvoir apporter de la main-d'œuvre à nos carrossiers. Donc, ils sont en attente ferme sur ce point-là. Sur le point de recrutement. Ouais. Et du coup, sur la thématique de la RSE, quels sont les retours du coup des carrossiers ? Le retour des carrossiers, alors c'est vrai que ce n'est pas un sujet, on va dire, central aujourd'hui dans leur carrosserie, même s'ils le font tous, à titre professionnel et même à titre privé, on fait tous de la RSE sans vraiment le savoir. C'est vrai que ne serait-ce que tous les sujets qu'on a abordés depuis le début, la traçabilité des déchets, le retraitement des déchets, réparer plutôt que remplacer des véhicules, tout ça sont des sujets qui sont aujourd'hui dans les mœurs et qui font aussi partie intégrale de la RSE. Mais effectivement, il n'y a pas de responsable RSE, par exemple, dans des carrosseries, mais c'est aussi à nous, réseau, de les accompagner et de les sensibiliser à cette RSE. Chez Axial ? Eh bien, on a mis en place il n'y a pas très longtemps, on est reparti là pour un second Tour de France avec notre présidente et notre responsable animation. Et en fait, on invite nos carrossiers à venir une journée faire un partage de bonnes pratiques. Qu'est-ce que vous faites chez vous ? Nous, on a une boîte à outils, voilà ce qu'on vous propose. Et vous, qu'est-ce que vous mettez en place ? Et on partage. Et à chaque fois, il y a des choses qui s'échangent, il y a des nouvelles choses. Et les carrossiers sont contents parce que ça, on va le mettre chez nous. Et ça ne coûte rien. C'est juste de l'écoute envers nos employés. C'est juste peut-être être plus sensible à certaines choses. Et c'est important ce retour qu'on peut avoir de la RSE du chef d'entreprise chez lui, mais sans que ça ne lui coûte rien financièrement. Parce que souvent, c'est aussi le problème. Christophe ? Aujourd'hui, c'est vrai que le mot RSE, on ne l'emploie pas dans les carrosseries. C'est des actions que l'on mène, mais on ne le met pas sous ce mot-là. Mais sinon, ça fait déjà bien longtemps qu'on a entamé la démarche. C'est une certitude. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a l'impulsion aussi des grands groupes, dont fait partie AkzoNobel en étant industriel au niveau mondial. On a pris des engagements déjà depuis 2018, ça a été officialisé, avec des ambitions de réduction de l'empreinte carbone.
mais pas seulement au niveau fabrication de la peinture, mais également sur l'ensemble de la chaîne de valeur du produit. On parlait tout à l'heure sur la RSE que ça vienne aussi de la direction, qu'on sente que ce soit quelque chose de sincère et sur toute la chaîne. Voilà, donc en fin de compte, ce qu'on maîtrise, c'est notre fabrication de peinture, donc la démarche RSE est déjà entamée, etc. Et c'est mesuré. Aujourd'hui, par rapport à l'engagement de 2030, il y a un compteur qui tourne journellement et qui nous est mis à disposition, mais tout l'enjeu qui arrive là dans les années à venir, c'est également de sensibiliser nos clients dans cette démarche et d'amener un impact positif sur l'environnement, parce qu'on s'est engagé. Donc forcément, il y aura des actions qui seront mises en place, les groupes vont se structurer. Nous-mêmes, on a besoin encore d'apprendre en tant que consultant, en tant qu'animateur sur cette démarche, parce que c'est quelque chose, en tout cas, qui est nouveau, mais il y a des nouveaux mots qu'il faudra employer justement pour donner du sens à la mise en place de la démarche RSE, comme on en parle ici. Et pour rassurer, encore une fois, je parlais d'effet de mode tout à l'heure, on n'est pas du tout dans l'effet de mode. Encore une fois, il y a des attentes dans les années qui arrivent. Il va falloir s'y tenir quoi qu'il arrive. J'ai été surpris au dernier congrès. On a déjà impulsé cette démarche lors du dernier congrès. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'on avait des réparateurs qui étaient sensibles, mais vraiment plus profonds d'eux-mêmes sur ce sujet-là. Donc, on va s'appuyer sur ces réparateurs associated, je vais dire un peu ambassadeurs. Tu as parlé tout à l'heure d'échange de bonnes pratiques. Chez nous aussi, forcément, les réunions, on en profite pour échanger les bonnes pratiques. Donc, c'est toujours un cumul de petites idées, de petites actions qui permet d'entamer et d'aller plus loin dans la démarche. Catherine ? Et oui, du côté du réseau AD Carrosserie, nous avons lancé donc, lors de notre dernier congrès en mai 2023 donc, la démarche RSE donc, devant tous nos carrossiers. Et c'est une démarche que nous allons démarrer l'année prochaine de façon vraiment productive en interne, autodistribution, à travailler tout le référentiel dont parlait Mobiliance tout à l'heure. Et donc 2025, nous allons démarrer après la labellisation de chaque adhérent, donc des audits, et l'accompagnement, le pilotage de cette RSE, voir et les axes de progression au fur et à mesure, parce que donc notre programme Engagement 2027 prévoit donc une labellisation complète des adhérents d'ici 2027. Très bien, donc ils seront accompagnés de toute façon. Absolument, et nous mettons en place également dès 2024 des cercles de qualité, de bonnes pratiques pour pouvoir travailler donc la RSE en petits groupes et que ça puisse après faire tache d'huile. Voilà. Et effectivement, également au sein du réseau 5 Star, nous souhaitons préparer l'avenir et nous avons constitué des groupes de travail qui sont composés principalement de carrossiers et dont l'objectif va être de réfléchir sur de nouveaux projets, sur la marque, sur la qualité et bien évidemment sur la RSE. Ces différents ateliers vont être coachés par des sachants dans les différents thèmes et l'idée est effectivement d'en sortir des programmes à court, moyen et long terme. Très bien, merci à tous les quatre. Je tiens à souligner qu'il y a d'autres réseaux aussi dans la FRCI, Autoneo et AG, qui n'ont pas pu se rendre disponibles pour cette table ronde. Mais en tout cas, on les remercie et je vous remercie aussi. On va maintenant s'intéresser aux carrossiers eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils en pensent? On va en recevoir sur le plateau et on va aussi vous démontrer que depuis le début de Choc et les reportages qu'on a pu faire dans les carrosseries, on s'est déjà rendu compte que certains avaient déjà pris la marche en route. Regardez ce reportage de Léna Pontruchet. Quelles que soient les raisons qui ont poussé les carrossiers à s'engager dans une démarche RSE, force est de constater qu'ils sont nombreux à s'y être investis, sans parfois même s'en rendre compte. C'est vrai que quand on fait un bâtiment neuf, après 20 ou 20 ans de travail dans des conditions un peu moins sympas, on passe du temps à réfléchir à beaucoup de choses. Une des premières motivations pour beaucoup de chefs d'entreprise, c'est le bien-être de ses salariés. Et cette démarche entre en accord avec les attentes des jeunes générations, en recherche d'environnements de travail respectueux et agréables. Je ne veux plus voir un technicien à genoux ou accroupi pour qu'il travaille sur son véhicule. Ça, c'est hors de question. William Monneray, de la carrosserie Baudelot-Monneray, est un des premiers carrossiers à nous en avoir parlé. Équipement plus adapté, machine plus ergonomique, pour William, ces évolutions de travail étaient une évidence. On vient de commander des machines à poncer électriques
Alors qu'on est déjà équipé, on a déjà des machines à air comprimé. Tous mes collègues qui sont passés à l'électricité disent c'est génial, la machine est beaucoup plus légère. On a acheté des pantalons où on peut mettre des mousses devant les pantalons. Et j'ai vu beaucoup d'anciens salariés qui sont partis à la retraite, moi j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux bras. Ça m'a fait vachement réfléchir sur le fait que quand on parle de pénibilité, on est dans un métier où c'est facile qu'on peut être cassé si jamais on n'a pas pris soin de soi. Mais au-delà du temps de travail, William a poursuivi sa démarche au sein de son établissement. Il a investi dans des activités extra-professionnelles. Mais toujours dans le cadre de la détente ou du plaisir ou du bien-être, on a fait installer une salle de sport sur le toit de la société où on a tout ce qu'il faut pour que toutes les personnes qui ont besoin de se défouler puissent se défouler à la pause ou après le travail. Le pilier environnemental se retrouve également dans les objectifs des carrosseries. Du recyclage des pièces automobiles au réaménagement total d'une carrosserie, en passant par des installations moins énergivores, un pari réussi pour Julien Regache et sa carrosserie 2.0. Le bâtiment, il fait 1000 m², il est isolé avec des panneaux sandwich de 10 cm qui vont à peu près 15 cm d'épaisseur. Pour niveau écologie, c'est très bon. Et on a fait aussi une chose par rapport à la vis à air, au niveau du réseau d'air. On a fait faire une boucle spéciale, plus un réseau tampon, pour qu'en fait la vis à air n'ait pas besoin de s'allumer toutes les 3 minutes pour consommer du courant et produire de l'air. On a fait mettre un puits de lumière de 20 mètres de long qui nous fait économiser beaucoup d'énergie, parce qu'on a la lumière naturelle, et en plus qui nous chauffe l'atelier naturellement l'hiver. On aura bien sûr du chauffage. On n'est pas l'âge de glace, mais en fait grâce à ça, dès qu'il y a un petit coup de chaleur, en fait, ça va amener de la chaleur dans l'atelier et en fait on n'aura pas besoin d'allumer le chauffage. Tout ce qui est produit de lavage, on est tout passé en bio pour pas polluer les nappes phréatiques. On est peinture à l'eau faible teneur en solvant, les vernis c'est pareil. Mais cette démarche RSE n'est pas seulement liée à ces deux piliers. En réalité, leur combinaison apporte un réel gain de temps, donc de productivité. On fait aussi du séchage vernis air et même on peut traiter avec ces températures actuelles, on peut même peindre une voiture sans allumer une fois le brûleur de cabine et on peut la faire sécher. Au bout de 40 minutes à 20 degrés, on peut pas la remonter, mais par contre on peut la sortir de la cabine, on la met dans une zone à tampon dehors ou à l'ombre et on peut faire une autre voiture. Et on la remonte en 2 heures en moyenne. Mais voilà, on peut faire une productivité, on peut peindre 5-6 voitures dans la journée, avant on en faisait que 3. Donc c'est très productif. Toutes ces avancées ont donc un impact sur l'économie de l'entreprise, notamment en améliorant le bien-être des salariés et leur rémunération. Concernant les effectifs, elles minimisent ainsi le turnover. Alors moi j'ai la chance d'avoir très peu de turnover, que j'ai cette chance-là que j'ai pas trop besoin de recruter. J'essaie de ramener un confort de travail et d'avoir tout le matériel nécessaire pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Les bénéfices d'une démarche RSE sont donc clairs. Que vos motivations soient sociales, environnementales ou économiques, elle vous simplifiera la vie. Donc oui, la RSE est une réponse au recrutement dans le secteur de la carrosserie. Alors, convaincu ? Eh bien, convaincu, on va se poser la question justement avec mes nouveaux invités. Je note juste que Lucille Courtois est revenue comme prévu. Je suis très content que vous soyez revenue. On va faire une conclusion avec vous un petit peu de tout ce qu'on s'est dit au cours de cette soirée. Mais je salue mes nouveaux invités. Vincent Simon, bonjour. On va reparler avec vous des WorldSkills évidemment, car à vos côtés, vous êtes venu avec une fierté nationale, une médaille d'or aux EuroSkills. Alors c'est la version européenne des WorldSkills. On va en parler avec vous, Bastien Verret. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis des carrossiers, justement. On va rentrer dans le concret. Des carrossiers qui n'ont pas attendu qu'on leur pousse la main. On le verra sur les questions de la RSE, puisque vous avez déjà entamé cette transition. Sophie Garriguet, bonjour. Bonsoir. C'est la carrosserie Pasa, c'est ça ? Oui, c'est ça. À côté de Toulouse. Oui, tout à fait. Et Frédéric Michel, vous êtes gérant de la carrosserie Morel, bonsoir. Tout à fait, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous ne m'en voudrez pas de faire un point d'abord avec Lucille Courtois. Un point peut-être pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure et peut-être par rapport à une réponse que vous pourriez apporter à ce qu'on a entendu de la part des réseaux. Oui, mais je crois que ce qui me semble important à être souligné, c'est de travailler la question de la RSE à partir d'une temporalité élargie. Ça, je crois que ça me semble fondamental et je crois même que c'est le challenge le plus important en termes de conduite du changement qui a peut-être à opérer en matière de RSE, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un besoin de passer d'une course à la productivité qui est orientée très clairement sur la question de la rentabilité aujourd'hui, où il faut vendre des heures, bien négocier avec les experts. Bon, ça ne fait pas forcément rêver les collaborateurs, mais en tout cas, il faut essayer de passer de cette course à la productivité
vers une performance plus durable qui, elle, doit se construire dans le temps. Et on est dans des temporalités qui ne sont pas du tout les mêmes. Et je crois qu'il y a un vrai challenge, finalement, de la part des dirigeants d'entreprise en matière de RSE sur ce point précis-là. C'est-à-dire troquer l'immédiateté pour une performance plus durable qui prend du temps. Et c'est un challenge parce que, d'une part, c'est complètement dans une logique différente de ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est uniquement axé sur la rentabilité. Et c'est aussi un challenge parce que ça demande en quelque sorte une prise de risque. Parce qu'effectivement, les résultats de nos investissements, parce que la RSE, elle coûte cher, les résultats des investissements, ils ne vont pas être visibles tout de suite. Ils vont se construire dans le temps pour quelque chose ensuite de beaucoup plus durable. Parce que concrètement, pour le dire vulgairement, il ne suffit pas d'acheter un baby-foot pour mettre dans la salle de pause. Non. Et la RSE, c'est bon, on a fait le job. Non, il y a une étude qui était très intéressante de 2 chercheurs américains, Salomon et Barnett, qui montrait que les relations entre performance sociale et performance financière et économique de l'entreprise entretiennent une relation en forme de U. C'est-à-dire que les investissements qui sont demandés pour atteindre finalement une performance sociale élevée vont dans un premier temps faire un petit peu décroître la performance économique pour ensuite la faire remonter, mais toujours dans cette idée de durabilité. Et là, je crois qu'il y a un travail à faire et il y a une nécessité, je crois, et les réseaux en ont parlé juste avant, d'accompagner ces acteurs-là. Parce qu'il y a effectivement une prise de risque. La RSE coûte cher, je le disais, c'est un investissement financier bien sûr, mais aussi en termes d'énergie à déployer. Et aujourd'hui, ces entreprises, on ne peut pas leur faire porter à elles seules cette responsabilité qui est quand même colossale. Si je reprends la définition du rapport Brundtland, le développement durable, c'est la capacité à répondre aux besoins présents sans pour autant compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ce n'est pas une petite responsabilité qui repose sur les entreprises. Donc, elles ont besoin d'être accompagnées. Et justement, on va le demander aux entreprises puisqu'elles sont là ce soir. Sophie, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit moi, ça me fait bien rire la RSE, ça fait des années que j'en fais sans savoir que ça s'appelle la RSE. Alors, évidemment, on continue maintenant, mais c'est des valeurs qui étaient déjà prônées dans votre entreprise bien avant. Oui, on est obligé de faire attention d'abord à l'environnement parce que c'est très d'actualité. Et puis aujourd'hui, le personnel, voilà, la génération qui est là aujourd'hui change et on est obligé d'adapter. Donc 100% sans savoir que ça s'appelle la RSE, on fait des petites actions chacun à notre échelle pour satisfaire tout le monde, quoi. Et concrètement, si vous deviez donner des piliers sur lesquels vous travaillez depuis des années et peut-être par les bénéfices aussi, qu'est-ce que ça a apporté à votre entreprise directement ? Alors, le premier gros chantier que j'ai mis en place chez moi, c'est le retraitement des déchets, le tri, parce que d'abord, pour l'environnement, c'est très important, surtout notre activité, on a une activité qui pollue, et pour le personnel, il voit un environnement propre, un environnement de travail qui est dégagé, et le fait de savoir qu'on fait attention à sa santé, c'est important. Frédéric ? Un peu la même chose. C'est-à-dire que nous, le credo, c'est de faire de la qualité, de performer, de faire de la qualité, de répondre aux attentes du client. Alors quand vous répondez à tout ça, obligatoirement, vous faites de la RSE tous les jours. Vous êtes obligé d'investir tous les ans pour mettre en place des outils performants, ergonomiques à vos salariés pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Table élévatrice, pointeuse qui se lève toute seule, maintenant, au lieu d'avoir 50 kilos dans les mains. Vous travaillez aussi sur la réduction des coûts énergétiques, vous passez de la lampe au LED. Et dernièrement, nous avons mis en place, en plus du tri également, un gros projet de refonte de nos cabines de peinture avec nos amis Wehmann, pour plusieurs raisons, pour réduire les coûts énergétiques, pour avoir une cabine de qualité qui ventile bien, pour la santé de nos salariés, parce qu'ils travaillent beaucoup dans la cabine tous les jours, mais également pour faire de la productivité et gérer beaucoup plus de voitures dans la journée. Et répondre à nos besoins de résultats également. Voilà. Oui, parce que l'économie, elle est bien sûr partie prenante de la question du développement durable, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et on l'entendait dans le sujet aussi. De toute façon, peu importe la raison pour laquelle on le fait au départ, il faut voir que les bénéfices, ils sont multiples. Oui, d'autre part, oui. Et nos salariés participent aux résultats. C'est-à-dire que nous avons mis depuis plus de 5 ans un intéressement en place où les salariés de la carrosserie Morel touchent 20%
du résultat de la société. Donc tout le monde est partie prenante pour faire des efforts à tous les niveaux et essayer de faire en sorte qu'on puisse répondre aux besoins au niveau de l'environnement et également au niveau des résultats et de la qualité de vie dans l'entreprise. Et on l'entend de toute façon, on parlait tout à l'heure d'image par rapport à la carrosserie. On a un jeune qui est là avec nous, donc on va profiter pour lui en parler avant de parler des WorldSkills et de la compétition à laquelle vous avez participé. Quelle était l'image que vous aviez des métiers de la carrosserie au début avant de vous lancer dans une carrière automobile ? Pour moi, c'est un métier qui évolue et qui va évoluer très très vite parce qu'on met tout en œuvre pour. Au début, c'était un métier où on disait qu'on pouvait tomber malade, qu'on arrivait à des âges un peu plus anciens. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a changé parce que les marques de peinture font en sorte d'évoluer, d'avoir des choses éco. Les cabines, pareil, ça ventile beaucoup mieux. Les masques évoluent. La voiture qui se met à la hauteur du compagnon et pas l'inverse. Voilà, on se blesse plus. Donc pour moi, c'est un métier qui va évoluer et que beaucoup plus de personnes vont prendre du plaisir à venir faire ce métier dans l'avenir. Bon, montrez-nous la médaille quand même, parce qu'on la voit à peine, mais c'est quand même la classe, j'ai envie de dire. Moi, j'en ai pas une médaille, donc quand j'en veux une, ça me fait toujours pétiller les yeux. Un mot peut-être aussi de la fierté qu'on peut avoir de faire ce métier. On le sait, les métiers manuels, ils ont été longtemps mis de côté. C'était des voies de garage, sans mauvais jeu de mots pour la carrosserie. Mais qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'avoir une médaille dans un métier comme celui-là ? Mais moi, ma médaille, je suis fier de l'avoir, mais c'est surtout un travail d'équipe, parce que je ne suis pas tout seul, il y a une équipe derrière, équipe métier, on est 8, il y a l'équipe de France qui nous accompagne aussi. Donc cette médaille, pour moi, c'est plus une leçon de vie, de partage humain et se repousser tout le temps, aller chercher ses limites et puis se remettre en question. C'est important ça aussi dans les RSE, le respect et la valorisation des métiers. Oui, tout à fait. Ce que j'entends là, c'est extraordinaire, mais ça reste un cas aujourd'hui exceptionnel qui ne fait pas encore, qui s'est pas encore élargi. Et nous, au niveau de Weimann, je le disais en introduction, on est engagé dans la transformation des métiers de la prévente et on initie avec le soutien de Mobiliance, avec le soutien de l'ANFA et du GNFA, un programme de recherche universitaire inédit sur justement les représentations de ces métiers-là, des métiers de la carrosserie, avec l'enjeu de comprendre finalement ce qui se joue derrière ces métiers, derrière ces représentations, mieux comprendre les attentes à la fois des nouvelles générations pour travailler la question de l'attractivité, mais aussi mieux comprendre ce qui fait sens chez les professionnels qui sont aujourd'hui en poste. Et ça me semble absolument fondamental. C'est une recherche qui est initiée, le questionnaire va être lancé cette semaine, et je crois qu'elle est inédite parce que, si vous voulez, on va pour la première fois faire appel à la méthodologie de recherche universitaire avec les critères de scientificité propres aux sciences humaines et sociales. Et ça n'a jamais été fait jusqu'à présent. Et voilà, on le fait avec l'Université de Toulouse-Jean Jaurès. Et j'invite vraiment, j'encourage toutes celles et ceux qui sont concernés soit à répondre au questionnaire, soit à le diffuser si elles font partie des réseaux. Voilà, ce sera un questionnaire en ligne qu'on peut scanner directement avec un QR code et qui sera diffusé cette semaine à l'ensemble des carrossiers de France et des établissements de formation. Et on parle de responsabilité. Quand on a gagné une médaille, Vincent Simon, vous vous êtes délégué aux ambassadeurs. En fait, quand on a une médaille, on est ambassadeur et on est responsable de la faire briller et de véhiculer des valeurs. Effectivement, quand on a une médaille, on devient ambassadeur, mais ce ne sont pas que les médaillés qui deviennent ambassadeurs. Au contraire, en fait, on a, comme Valérie vous l'a expliqué tout à l'heure, on a tous les finalistes régionaux de 70 métiers. Ça fait 800 candidats par finale. Et donc là, en septembre, on vient d'hériter de 800 ambassadeurs métiers sur les 70 métiers. Donc déjà, rien que dans la carrosserie, ça fait déjà pas mal d'ambassadeurs qui peuvent sillonner toute la France, puisque ce sont les médaillés d'or de chaque région qui se battent entre eux, on va dire, qui entrent dans la compétition. Et du coup, c'est aussi, comme je vous entendais, un médaillé, bien sûr, c'est un exemple unique et vraiment exceptionnel, surtout quand c'est un médaillé à l'international, on est très fiers de ça. Mais vraiment, vous pouvez compter sur notre réseau, j'ai beaucoup entendu le mot réseau ce soir, d'ambassadeurs sur toute la France, puisque un compétiteur régional, un médaillé d'or régional, il a déjà
il est entré dans une logique d'excellence, WorldSkills, puisqu'il a suivi des formations de la région. Comme on entraîne l'équipe de France à l'international, on fait des préparations physiques et mentales, c'est vraiment comme les Jeux Olympiques, on entraîne notre équipe de France. Les régions font la même chose avec leurs équipes régionales. Et donc on estime que quand ils ont atteint un niveau national, c'est-à-dire quand ils sont entrés à la compétition nationale, ils ont déjà une histoire WorldSkills à raconter, une histoire de formation d'excellence. Et comme Valérie vous l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment pour donner envie aux jeunes et remettre la fierté aussi pour ceux qui ont déjà choisi la voie professionnelle, mais pour ceux qui n'ont pas choisi cette voie professionnelle, leur but en tant qu'ambassadeur, c'est vraiment de donner envie aux jeunes. Donc cette compétition là à Lyon, on a eu 40 000 visiteurs scolaires sur les 60 000. Et le but du programme ambassadeur qu'on met en place, c'est ces opportunités, comme vous nous le donnez ce soir, mais c'est dans vos assemblées générales, dans vos congrès, dans vos journées portes ouvertes. N'hésitez pas à faire appel à nous, parce que nous avons un réseau, on a un champion, bon, il ne pourra pas aller partout, bien sûr, mais on a aussi des champions régionaux qui sont très contents de rendre ce qu'ils ont reçu comme enseignement pour parler de leur métier, parce qu'ils sont tous passionnés autant que Bastien. Et on imagine la fierté d'avoir une médaille, on imagine la fierté aussi des parents, des proches. Est-ce qu'on est fier aussi du côté des carrossiers de voir que son métier aujourd'hui brille à l'international? Sophie? Oui, carrément. Alors, j'avoue que je ne connaissais pas, il n'y a pas très longtemps, je ne connaissais pas les WorldSkills. Et ouais, je suis fière qu'il y ait des compétitions, même mondiales, quoi, de notre métier. C'est chouette. Et est-ce qu'on imagine, est-ce qu'on peut quantifier un peu les retours que ça peut donner, tout ce qu'on est en train de se dire depuis ce soir sur vos établissements? On l'a dit, vous êtes déjà investi dans la RSE. Concrètement, on parle de recrutement. Comment ça va, vous, dans vos entreprises? Pas bien. Ouais. Pas bien. Moi, il me manque 2 à 3 compagnons sur 10, quoi, donc c'est beaucoup. Donc, ouais, je pense qu'il faut la communication, valoriser notre métier, arriver à mettre de côté ces a priori qu'on a des métiers professionnels de main-d'œuvre. Enfin, aujourd'hui, oui, voilà, la mobilité, c'est super important, et réparer les voitures, je pense qu'on devrait en être fiers de pouvoir conserver la mobilité des gens, quoi. Frédéric, même question. Mais c'est le même problème pour le recrutement. Moi, j'ai de la chance, j'ai des salariés qui ne partent pas comme ça, tant mieux pour moi, mais j'ai quand même un salarié qui est parti à la retraite il y a 2 ans. Je viens de le remplacer. Seulement. Malgré la RSE Malgré la RSE, je viens seulement de le remplacer au bout de plus de 2 ans. Donc c'est très important pour nous de voir des jeunes qui mettent le métier en valeur et qui ont envie de réussir dans la carrosserie. On l'a dit auparavant, les métiers de la carrosserie payent bien, mieux que dans les bureaux. Ils peuvent très bien payer pour des gens qui sont très compétents, surtout si on leur apporte des formations, parce qu'on est capable de les envoyer en formation sur du rivetage collage à Nantes alors que je suis à Lyon. On est capable de les envoyer au CSV également pour des formations, donc c'est très important. Et ce qui est important aussi pour les salariés lorsqu'ils arrivent dans la société, c'est le cas du jeune que j'ai recruté il y a peu de temps, c'est de voir une servante neuve, pleine, et des outils à disposition pour lui tout seul. Pour lui, c'est Noël. Donc c'est à nous d'investir, de les former et d'investir tous les ans pour pouvoir les garder et les aider à, je dirais, évoluer et pourquoi pas prendre en compétence et avoir des postes plus intéressants. Et est-ce qu'on comprend aussi, parce qu'on parle de l'image qu'il faut changer, qu'on est en train de changer, etc., est-ce qu'on comprend que cette image, elle existe? Est-ce qu'il n'y avait pas aussi dans les carrosseries, il y a 30 ans, 40 ans, des conditions de travail qui étaient plutôt dures, des ateliers qui n'étaient pas chauffés? C'est pas que des a priori qu'on a, ils ont peut-être changé, on a peut-être mal communiqué, mais ils existaient quand même, Sophie. Oui, c'est vrai. Moi, personnellement, j'ai racheté l'entreprise de mon papa il y a à peine 1 an. Bon, ça fait 14 ans que j'y travaille. Mais quand on a commencé à mettre les ponts, les tables élévatrices, les tabourets sur roulettes, mon père il me disait « mais moi, je travaille à genoux ». Oui, les temps changent et aujourd'hui, il faut apporter du confort dans le travail. Et ça a existé, mais je pense que ce n'est plus du tout le cas. Il faut qu'on arrive à le faire savoir, quoi. Aujourd'hui, les salariés sont très demandeurs parce qu'ils savent que si on ne leur apporte pas ce confort, cette ergonomie dans les outils qu'on achète ou dans les tables élévatrices, aujourd'hui dans les cabines Weiman, la One Day Repair, vous avez 2 tables élévatrices pour pouvoir travailler, vous pouvez tout faire dedans, ils savent qu'ils ne vont pas aller au bout de leur carrière. C'est simple. Aujourd'hui, si vous prenez des anciens et qui sont proches de la retraite, ça fait dans les dernières 10 années avant la retraite, ils sont tout le temps malades. Ou ils ont le dos cassé, où ils ont l'épaule, il faut se faire opérer, donc il faut faire très attention à ce genre de choses et les aider à tenir toute leur carrière qui s'allonge, puisque le départ à la retraite s'allonge. Mais justement, parlons-en de la retraite, parce que c'est vrai que c'est une question. La pénibilité, elle a été mise au centre des débats sur le vieillissement, enfin en tout cas l'âge de la retraite qui était décalé. On peut le dire aujourd'hui, les carrosseries, ça va mieux.
On a travaillé là-dessus. Sur la pénibilité du travail. Oui, bien sûr. Déjà, lorsque vous achetez une pointeuse aujourd'hui, vous la levez avec le petit doigt. Avant, il fallait 2 personnes pour pouvoir la lever. On a des tables élévatrices, on a des chaises pour pouvoir travailler à hauteur. On a tout ce qu'il faut pour travailler correctement si vous investissez. Lucille le disait tout à l'heure, ça coûte cher la RSE, c'est vrai? Oui, ça coûte cher. Moi, ça ne me fait pas peur parce que l'objectif de notre carrosserie, c'est d'avoir une carrosserie premium. Et comme le disait Bastien, le métier de l'automobile évolue très vite. Et si vous ne vous adaptez pas et vous n'investissez pas, vous allez être derrière tout le monde. Donc si vous voulez être dans les meilleures carrosseries et des carrosseries réputées pour accueillir des jeunes et les former, il faut investir et ça coûte très très cher. Et donc je rebondis sur ce sujet pour demander à nos têtes de réseau de nous aider à négocier auprès des assurances et surtout aux assurances de nous reconnaître les carrosseries qui font ce qu'il faut pour pouvoir mettre en avant le métier de l'automobile et qui font des efforts pour recruter des jeunes et les former et faire en sorte qu'on ait des carrosseries premium. Le message est passé, Lucille, j'allais vous dire, oui. Vous parliez de collaboratif tout à l'heure, de le faire ensemble. Oui, tout à fait. Et puis, je crois qu'on parle d'artisanat. L'idée, quand même, et ce qui fait sens, je crois, c'est cette fameuse réparation dans les règles de l'art. Et aujourd'hui, tu l'as très bien dit, on a quand même des situations qui sont assez problématiques. Quand on voit, par exemple, que les assureurs vont identifier la RSE sur le seul item, finalement, de l'économie circulaire, ça peut poser problème parce qu'ils nous disent, effectivement, réparer plutôt que remplacer. C'est un excellent discours, c'est dans la philosophie et dans les valeurs de la RSE. Sauf que pour réparer, ça demande des investissements, ça demande de la formation. Réparer dans les règles de l'art, ça demande une formation aguerrie pour pouvoir le faire. Et quand on se rapproche un petit peu des chiffres, ils sont quand même assez intéressants parce qu'on se rend compte qu'entre 2013 et 2022, alors j'arrondis à la louche, mais on a une augmentation des pièces, une augmentation des produits de peinture qui ont augmenté d'à peu près 40%, et en parallèle, on a un taux horaire moyen qui, lui, n'a augmenté à peine de 11%. Donc à un moment donné, effectivement, la réparation dans les règles de l'art, oui, mais elle ne peut pas être une réparation bon marché. Donc quand j'en appelais tout à l'heure à la responsabilité, finalement, des acteurs connexes, parce que cette responsabilité, elle ne reposera pas uniquement sur les entreprises, c'est aussi dans ce sens-là, quoi. Sophie, pour compléter la réponse, on parlait là d'investissement important. Est-ce qu'on voit quand même une rentabilité? Peut-être rassurer les carrossiers qui nous regardent, qui étaient déjà un petit peu réticents à l'idée de se lancer dans la RSE. Oui, moi, les investissements que j'ai faits, c'est pour le salarié, mais parce qu'il y a aussi une rentabilité derrière. Il faut arriver à lier les deux, sinon, effectivement, ça ne peut pas marcher. Par exemple, sur le dernier appareil en date, la machine pour peindre à l'azote. Donc, c'est d'abord la diminution du spectre de peinture, donc des projections. Donc, le salarié est protégé et je fais aussi de l'économie de peinture. Voilà. Donc, oui, il faut investir, mais il faut arriver à trouver la contrepartie en productivité. Frédéric? Tout à fait. Si vous n'investissez pas, vous mourrez. Donc, il faut investir. Des salariés qui voient que vous investissez, ils vous suivent. Ils sont avec vous dans le projet. Ils vont tout faire pour vous suivre. Moi, j'ai changé toutes mes cabines de peinture. On a travaillé pendant 5 mois avec une seule cabine alors qu'on en a 2. Ils m'ont suivi tous les jours de 6h à 19h le soir. Donc, si vous faites ce qu'il faut, ils vous suivent, les salariés. Ça demande des investissements, mais ça apporte de la rentabilité. Mais il faut se battre avec nos amis assureurs pour que notre taux horaire puisse être reconnu également. Les messages sont passés, je l'espère en tout cas. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Avant de se quitter, peut-être un dernier tour de table. Je vais me tourner vers vous déjà, Bastien, peut-être à destination de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut dire à des jeunes qui aujourd'hui ne savent pas spécialement ce qu'ils ont envie de faire demain, ou en tout cas se posent la question de la réparabilité de la carrosserie, même pourquoi pas, ou de la peinture. Quel est le message que vous pouvez leur adresser pour les encourager? Et le message va être simple, c'est faites ce que vous avez envie, tout simplement, écoutez votre cœur et vous trouverez forcément le chemin qui va vous amener à l'excellence. Et puis il faut suivre après tout le long de sa vie, c'est une rigueur à avoir et voilà, c'est tout simplement. J'aimerais rebondir sur ton parcours, si tu le permets, parce que si la carrosserie était restée dans l'état que vous l'avez décrit du temps de votre papa, Bastien n'aurait pas pu faire ce métier, puisque ses docteurs lui avaient déconseillé. Mais comme c'était le métier de ses rêves, il s'est accroché. Et pourquoi il a une médaille aujourd'hui? C'est parce qu'il a voulu prouver
aux médecins qu'ils pouvaient faire ce métier. Donc je pense que c'est grâce à ce que vous avez implémenté dans votre industrie que maintenant il peut pratiquer ce métier sans risque. Tout à fait. Et c'est ce à quoi il s'est accroché pour décrocher cette médaille. Bon, le message est passé, en tout cas ça c'est clair. Sophie, même chose, qu'est-ce que vous pouvez dire peut-être à vos collègues carrossiers qui nous regardent et qui encore maintenant se disent la RSE, bon, il faut encore comme convaincre? Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de boulot sur le marché et tellement peu de jeunes. Je pense qu'ils vont aller très certainement choisir l'entreprise, parce qu'aujourd'hui ils ont le choix, donc choisir l'entreprise qui mettra à leur disposition un confort de travail, des horaires plus adaptés à leur vie personnelle. Pour moi, si on ne se démarque pas, il ira ailleurs. Frédéric? Je suis entièrement d'accord et je dirais aux jeunes, venez, maintenant vous avez des beaux établissements avec des beaux outils, des belles conditions de travail, des salaires qui ont fortement augmenté depuis des années. Et moi j'ai 56 ans, mais tous les soirs, c'est moi qui ferme la carrosserie et je m'arrête devant les chantiers de mes salariés et je me dis, c'est beau ce qu'ils font. Et c'est un super métier, on voit de belles choses, donc il faut que les jeunes viennent. Merci beaucoup. Lucille Courtois, le mot de la fin. Je trouve qu'effectivement, il y a une nécessité aujourd'hui de remettre en lumière ces métiers qui sont des beaux métiers. Et donc, il faut les revaloriser, les remettre en lumière. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et je voudrais saluer cette démarche-là parce qu'en dehors du fait de parler de la RSE, il y a aussi un autre enjeu, je trouve, c'est que cette émission permet de redonner la parole. Redonner la parole aux dirigeants, aux entreprises et aux carrossiers et aux jeunes aussi. Et on est quand même dans un contexte qui est un peu difficile. Je ne terminerai pas sur une note négative, je le précise, je déroule, mais on est dans un contexte qui est un peu difficile. On a de l'hypercompétition, on a une pénurie de main-d'œuvre, on a un contexte de guerre, de crise sanitaire, de l'énergie, etc. Et je trouve que l'entreprise, elle doit se réinventer, elle doit se transformer pour finalement reconsidérer ses parties prenantes, reconsidérer ses impacts environnementaux. Et je crois pour moi que la RSE, elle constitue une réponse qui est éminemment positive et qui permet quelque part de rompre avec cette espèce de constat d'impuissance face au contexte un peu noir que je viens de décrire, qui conduit à ce qu'on pourrait appeler du passéisme, le fameux « j'y peux rien ». Oui, j'y peux rien de la guerre, oui, j'y peux rien à la pénurie de main-d'œuvre, oui, j'y peux rien à la crise de l'énergie. Mais ce « j'y peux rien », il est hyper dangereux parce qu'il place les gens dans une posture où on va subir le changement, comme une espèce d'imposition extérieure, où on n'aurait pas de latitude d'action. Et la RSE, elle permet, je trouve, de se repositionner en statut de décideur et d'acteur du changement, parce qu'on a tous un rôle finalement à jouer. Et je crois que, alors ça n'engage que moi, mais l'enjeu, il est quand même extrêmement important. Je l'ai dit, ce n'est pas une petite responsabilité. Et pour moi, la posture peut-être la plus juste, et c'est ce qui a été dit aujourd'hui, je crois, en matière de RSE, c'est celle de l'humilité. C'est-à-dire, à un moment donné, on est face à un défi qui nous dépasse un petit peu presque, si je reprends ce que j'ai dit en introduction. Et il faut le faire avec beaucoup d'humilité, analyser ce qu'on peut faire à notre niveau, être accompagné néanmoins, mais pourtant le faire avec beaucoup d'ambition. Et je crois que les entreprises qui se démarqueront, c'est celles qui réussiront à mettre le curseur au bon endroit, c'est-à-dire rester humbles dans ce défi, avec beaucoup de sincérité, beaucoup de transparence, mais le faire avec beaucoup d'ambition, parce que oui, ça demande du travail, ça demande de l'investissement, mais ça en vaut la peine, et je crois qu'il faut le mettre en place. Vous savez, il y a une citation que j'aime beaucoup de Ford qui disait que les deux principaux actifs de l'entreprise ne figurent pas à son bilan, ses hommes et sa réputation. Et je crois que là, on a encore un chantier à mener et qui va nous occuper sur les années à venir. Merci beaucoup, merci à toutes et tous, merci à tous nos invités d'ailleurs de la soirée, merci à nos partenaires sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu, merci aussi aux équipes techniques pour cet enregistrement dans les conditions du direct, merci aussi à la FRCI pour sa confiance, pour la création de ce média choc et de cette émission, ce nouveau rendez-vous que j'espère récurrent. Je vous souhaite évidemment une excellente soirée, merci à vous aussi de nous avoir suivis et à très bientôt je l'espère.